Bonjour et bienvenue dans ce déjà 16e épisode de notre podcast Fleur au vent. Je suis Émilie et j'ai le plaisir de m'entretenir chaque mois ou presque avec Anne-Fleur Sarraud, directrice Wengood. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour nous partager. On va voir tout un tas de conseils, d'inspiration en tous les cas. Donc tu es directrice Wengood, maman de 2 enfants et tu nous dévoiles donc chaque mois ou presque ta vision, tes ressentis. Et tout cela sans filtre. Nous voici au mois de mars, le printemps est enfin là, timide mais bien là. Alors que les bourgeons commencent à éclore et que les premières lueurs du printemps réveillent nos sens engourdis par l'hiver, nous plongeons dans cette saison de renouveau. Tout comme la nature qui se pare de nouvelles couleurs, le monde des affaires s'éveille lui aussi à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités. Anne-Fleur, tu es donc à la tête d'une entreprise florissante. Tu incarnes à merveille l'esprit de renouveau et d'audace qui caractérise cette période de l'année. Mais au-delà de ton succès professionnel, c'est ta vision inspirante du leadership et ton engagement envers l'innovation qui nous invite à explorer les horizons infinis du possible, voire du bientôt possible. J'aimerais donc profiter de l'occasion de cette interview pour évoquer avec toi la façon de cultiver l'élan de renouveau au sein de l'entreprise, tes réflexions sur l'innovation et la créativité, tout cela dans un monde en perpétuelle évolution. J'en profiterai donc également pour te demander, si tu l'acceptes, de nous partager tes précieux conseils pour tous ceux qui aspirent à donner, par exemple, un nouvel élan à leur propre parcours professionnel. Avant tout cela, quel programme? Je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, donc, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partages ton état du moment. Fleur au mois de mars, bientôt avril, tes ambitions, le fil Wengood inspiré de l'article « Et si c'était le moment de faire le point sur son travail » rédigé par Camille. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, ton partage d'expérience, tes petits conseils sur le sujet. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleurs dans l'air du temps, intitulé pour l'occasion « Dis-le-nous avec des fleurs », Anne-Fleur. Je te propose donc de démarrer tout de suite par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin. On démarre par la forme mentale. 1. Frustré, tu as l'impression que l'on t'a coupé l'herbe sous le pied. 2. Irrité, comme une envie de pousser mémé dans les orties. 3. Au top, tu vois la vie en rose. Écoute, moi, tu me connais un peu. J'ai une tendance à être un peu toujours frustrée parce que par tout ce que j'ai pas encore réussi à faire et tout ce que j'ai envie de faire, c'est une partie de ma façon de raisonner et d'avancer. Mais j'essaye de regarder bien la partie pleine du verre et de regarder la vie en rose. Et au démarrage du printemps, avec en plus aujourd'hui le soleil, on va dire qu'on est au top et qu'on voit la vie en rose. Ok, ta forme physique à présent. Fatiguée, tu te reposerais bien un petit peu sur tes lauriers. Endurante, tu résistes à tout, tel un roseau. 3. Plus forte que tout, c'est-à-dire que je n'ai pas la main verte et donc tel mon ficus, tu repars plus forte à chaque fois. Écoute, je pense un mix de tout ça. À la fois, il y a, on va dire, la fin de l'hiver, on est bien fatigué, bien éprouvé, je crois, par l'hiver. Au niveau, si on compare professionnel, il a fallu aussi faire le point. On a une grosse période en début d'année qui sont les objectifs de l'année, les entretiens annuels, tout ça, et ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je suis assez fatiguée. On est encore sur la fin de l'hiver, même sur tu vois, les maladies des enfants et tout ça. Enfin, il y a encore des bonnes épidémies bien costauds cet hiver qui sont là. Donc, il y a un côté fatigué, mais un côté aussi endurant. On est plus sur le côté roseau, je pense, qu'autre chose. Et par rapport au ficus, oui, il y a un côté, on repart plus fort à chaque étape parce qu'on est nourri de l'étape qu'on vient de franchir. Ok, on coche toutes les cases alors. Faisons-nous à présent un petit plaisir, la gratitude et la mémoire du cœur. Tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Bah, écoute, j'écrirais que, tu vois, là, on est le lundi matin, ça fait plusieurs week-ends que j'ai un équilibre dans le week-end entre se reposer un peu, profiter et se détendre, faire son sport, s'occuper des enfants, ranger la maison, travailler quand même parce que j'en ai besoin. Voilà, je trouve que j'ai un équilibre sur les week-ends qui est assez encourageant sur ces derniers week-ends. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Et après, une petite pensée vigilance, on va dire, parce que je vois que
je reste assez polluée par des pensées pas positives. Je suis assez vite anxieuse ou stressée par des choses. Et donc, j'essaye de travailler avec ces pensées, notamment quand ça dépend d'autres que moi. Et donc, je ne peux pas me dire, bah, t'as qu'à prendre en main le sujet et tu verras bien que c'est un petit peu plus complexe que ça. Voilà, mais bon, plutôt positif parce que j'ai un rythme semaine-week-end que j'ai un petit peu challengé ces derniers temps et j'ai l'impression que j'ai un équilibre pas trop mauvais. C'est le niveau experte de funambulisme. C'est ça. Bon, avec cette petite alerte, du coup. Très bien. Eh bien, place maintenant à la rubrique du Feel Well Good consacrée, donc, pour l'occasion au renouveau. On le disait en introduction, donc le printemps, souvent associé à l'idée de croissance et de transformation. Comment ton entreprise s'adapte-t-elle aux saisonnalités et quelles sont les initiatives que tu prends, toi, Anne-Fleur, pour favoriser son développement continu? Ah bah, je crois que tu mets bien les mots dessus sur le développement continu. Je crois que l'amélioration continue, c'est un peu ma came, on va dire. C'est un peu un défaut, c'est que je ne sais pas trop m'arrêter, je ne sais pas bien regarder le chemin déjà parcouru et on est toujours sur regarder devant, mais ça a une vertu, c'est qu'on on a une culture du mouvement et d'être en chemin. Au niveau de la comparaison saisonnalité, c'est vrai que si on y réfléchit, alors ça ne correspond pas pile aux saisons au sens du climat, mais quand même un petit peu. Il y a effectivement l'année est rythmée par des points de passage, passage à la nouvelle année, le passage à la rentrée, même en septembre, même si c'est une rentrée scolaire, ça correspond à une période juste après les congés d'été. Là, le mois de mars, tu vois, c'est la fin des entretiens annuels, des bilans de l'année précédente. Et donc, finalement, c'est le moment où se fait le renouveau pour l'année suivante. Et puis au moment de l'hiver, on est à peu près sur la période des bilans. Donc, on a bien à peu près des points de passage un peu comparables. Et puis, au-delà de ça, pour cultiver cette logique de développement continu, de croissance et de transformation tous les jours, un peu, moi, j'ai un exercice qui me tient bien à cœur, qui est un exercice que j'ai extrait des rendez-vous et des routines des équipes de développement produit, mais que j'essaie d'avoir au niveau de l'entreprise et donc au niveau et de chacun et des équipes et des projets. Donc des points de rendez-vous qui sont à une fréquence régulière, la fréquence étant adaptable selon les mailles de projet et les mailles temporelles correspondant aux différents métiers, où à chaque fois, on va essayer de regarder ce dont on est fier sur la période passée, ce dont on a envie pour la période à venir et puis les difficultés éventuelles. Donc, si on compare aux saisons, il y a un peu comme ça des rites de passage où ce qui est devant correspond à l'héritage de ce qui est juste derrière. Donc, est-ce qu'on s'est reposé pendant l'hiver? Est-ce qu'on a préparé les champs? Est-ce qu'on a planté les graines aux bonnes saisons, etc. Et donc d'avoir ces rituels-là et ces points de passage à la fois sur l'ancrage et sur la projection sont une façon pour moi d'entretenir le développement continu pour chacun et aussi pour l'organisme vivant qui est le tout de l'entreprise avec tous les individus. Et d'animer avec ces questions-là de tu es fier de quoi, tu as envie de quoi, c'est pour moi le point d'ancrage pour faire les bilans et pour faire les roadmaps qui est assez précieux. Tu as un peu deux questions qui sont un peu derrière ça, c'est tu seras content si quoi? Et puis, si tu n'avais pas peur, là, maintenant, tout de suite, tu ferais quoi? Donc, c'est ces questions-là, pour moi, qui maintiennent la croissance et la transformation continue de l'entreprise, de rester à l'écoute de tout ce qui se passe pour pouvoir s'adapter de manière agile en termes de projets et d'avancement ensemble à ce qui s'est passé dans l'environnement qui est autour. Après, ça marche si et seulement si l'objectif commun, il est clair. Et ça, c'est important aussi, c'est
de bien s'assurer pour ce développement continu qu'on sait où on va et du coup que les remises en question que je viens d'évoquer, qui sont régulières, correspondent à, voilà, on sait l'Everest qu'on a envie de franchir, on sait la prochaine étape qu'on va aller chercher et après chacun voit le bout de chemin qu'il va pouvoir faire sur cette prochaine étape. Voilà. Très bien, c'est très clair. Et donc, le printemps est aussi associé au renouveau, donc à de nouvelles opportunités. Est-ce le cas pour ton entreprise? Et si oui, quelles sont ces opportunités? Oui, je crois que le renouveau, c'est un bon terme et ça correspond assez bien au printemps, d'autant comme je dis qu'on est juste après la période des entretiens annuels. Donc, en gros, en janvier, on fait le bilan de l'entreprise et les projets de l'entreprise. Ensuite, on a des discussions avec chacun au niveau des équipes sur le bilan de l'année et les projections futures. Et donc, ça se conclut comme ça en mars, au moment du printemps, et ça permet effectivement le renouveau, puisqu'on va pouvoir s'ancrer dans les bilans et dans les envies de chacun pour pouvoir prendre un nouveau départ et se donner des résolutions communes et des rituels pour accompagner ces résolutions. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui viennent sur, on va dire, à la fois la liste des projets qu'on va travailler et à la fois la façon dont on va les travailler, puisqu'on aura regardé ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné sur les mois précédents. On va regarder aussi les points de friction, les points de difficulté et mettre en place des choses pour essayer de mieux grandir ensemble et mieux avancer ensemble. Donc, il y a effectivement un renouveau qui est possible, je pense, tous les jours, mais qui, parce que là, il y a une sorte de momentum pour tout le monde, fait que ça prend une ampleur encore plus forte et qui lance un élan pour le reste de l'année. Et puis, en plus, après, il y a une histoire de temps d'adaptation et puis de mise en place. Et donc, même si on va cultiver l'amélioration continue, d'avoir des points de passage comme ça qui laissent le temps de mettre en place des nouvelles choses et puis ensuite de s'assurer que ça atteint les objectifs escomptés, c'est essentiel puisque pour chacun et pour le groupe, il y a un temps d'adaptation et il y a un temps de mise en place qui est important. Et puis, donc ça, c'est au niveau du construire ensemble qu'on a dans l'entreprise. Après, il y a un sujet aussi au niveau des projets. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets au sein de l'entreprise avec beaucoup d'envie d'innovation et d'opportunités. Donc, on a plein de choses qui se structurent pour relever les nouveaux challenges et surtout mettre en place les moyens de nos envies, je dirais. Donc voilà. Donc, à la fois la liste de ce qu'on a envie de faire et à la fois la façon dont on va le faire, ces deux éléments assez forts qui sont des bons piliers, effectivement, de nouvelles opportunités et de renouveau. Eh bien, tu viens de faire ma transition. Donc, le renouveau, synonyme d'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les projets ou les initiatives innovantes que tu envisages dans les mois à venir? Oui, je peux en dire plus. Alors, il y a beaucoup de choses et une entreprise, on est 70 et puis on travaille avec beaucoup de gens. Donc, je ne peux pas te faire la liste de tout ce qu'on lance là, mais il y a quand même un point commun à toute une partie des initiatives qui est l'intelligence artificielle. On en a déjà un petit peu parlé. On en parle beaucoup dans les médias, mais on essaie au-delà d'en parler, c'est d'en faire. Donc, on a l'intelligence artificielle sur 3 niveaux d'innovation dans notre entreprise. Un premier niveau, c'est d'augmenter nos métiers, de les rendre plus efficaces, plus performants, de permettre d'aller plus loin. Donc, chacun dans l'entreprise a d'une manière ou d'une autre l'IA qui a débarqué dans sa vie en 2023 et on a passé vraiment du temps à s'approprier cette techno-là, les applications de cette techno et comment ça permettait d'aller plus loin, soit en étant plus efficace, en passant moins de temps sur certaines choses, soit en permettant d'aller plus en profondeur sur certaines choses. Donc, il y a beaucoup de réussites et d'applications qu'on a trouvées et qui vont encore porter leurs fruits, je pense, sur les prochains mois. On a aussi l'intelligence artificielle pour le développement produit. Donc, c'est une nouvelle techno qui crée des opportunités de nouveautés en termes de fonctionnalités de développement produit pour servir nos clients, les utilisateurs de la plateforme. Donc, on a pas mal d'applications déjà en place et
et d'applications en cours de construction pour enrichir la proposition de valeur qu'on a pour nos clients. Et puis après, on a aussi l'intelligence artificielle qui nous permet de développer le business, qui nous permet d'avoir des idées nouvelles sur ce qu'on peut faire à partir de notre actif et sur notre marché pour pouvoir développer l'acquisition client et la fidélisation client avec des nouvelles façons de faire. Donc ça, c'est l'innovation au sens de ce sur quoi on travaille dans l'entreprise et comment on va faire des nouvelles choses. L'innovation, pour moi, c'est aussi dans la façon de collaborer ensemble et de faire dialoguer les protagonistes de l'entreprise. Donc, on a dans l'innovation en ce début d'année, on a pas mal de nouvelles task force qui viennent, comme je disais, adresser nos envies, prendre conscience et ancrage dans ce qui fonctionne déjà bien, essayer d'identifier ce qui pourrait mieux fonctionner, mieux travailler et de mettre en place du coup des forces de travail ensemble pour aller adresser ces projets parce qu'entre l'idée et le faire, des fois, il y a un gros chemin et que c'est là que l'enjeu de l'innovation est. Et puis, dans les initiatives de ce début d'année, je reprends un sujet qui m'est assez cher, qui est un des outils qui a transformé ma vie, qui est les profils de communication, donc de cartographier les personnes dans leur profil de communication, de bien comprendre, tu vois, il y a la méthode DISC en particulier qui permet de comprendre est-ce que tu es bleu, tu es vert, tu es rouge, tu J'allais venir. Et donc, ça donne des bonnes clés sur la communication par défaut, c'est-à-dire celle qui va créer des points de friction, celle qui va être pas maîtrisée parce qu'on n'a pas forcément bien conscience de cette cartographie qui est en place. Et c'est des outils qui peuvent vraiment changer la donne pour derrière aller sur des conversations plus courageuses qui nous permettront d'aller plus loin dans le collectif. Et donc ça c'est quelque chose que on a déjà travaillé avec plusieurs personnes dans l'entreprise. On a fait un truc en plus il y a quelques mois. On a fait un spectacle qui illustrait un petit peu toutes ces problématiques et qui permettait d'éveiller la question de cette problématique chez chacun. Et on va continuer là-dessus parce que je pense que c'est un outil qui peut vraiment changer la donne dans notre collaboration et nous permettre d'être meilleurs dans la collaboration. Donc voilà, donc un outil de formation, une nouveauté, c'est un outil de formation continue que je vais cultiver dans l'entreprise là pour nous aider à devenir un organisme collectif encore plus performant. Oui, de tirer le meilleur de chacun et de faire cohabiter tout ça ensemble. Tout à fait. Justement, je parlais de leadership dans l'introduction. C'était de savoir comment toi, tu encourageais tes employés à penser de manière innovante pour apporter de nouvelles idées au sein de l'entreprise. Donc, tu parlais effectivement de sortes de réunions de travail, d'essayer de mettre tout le monde en synergie, au moins sur des points d'accroche. Oui, en fait, il y a plein de méthodes pour encourager et cultiver l'innovation. Je pense que il y a un état d'esprit déjà de curiosité et d'écoute. C'est d'être attentif à ce qui bouge, d'être attentif à ce qui se passe, d'entendre et du coup d'explorer des choses. Donc, j'encourage à aller s'oxygéner, à aller regarder ce qui se passe ailleurs. J'essaye d'apporter des sources d'oxygène dans l'entreprise. Tu vois, par exemple, régulièrement de faire venir quelqu'un d'une autre entreprise qui vient nous partager son quotidien, de détecter des conférences ou des articles et de les partager et de favoriser aussi l'idée chez chacun que c'est un cadeau à faire à son collègue que de partager un article qu'on a lu ou une conférence à laquelle on a assisté. Donc, d'essayer d'encourager ça, c'est, je pense, un premier élément. L'oxygénation est un premier élément. Il y a le fait d'encourager l'audace
dans le travail qu'on peut faire, l'audace à la fois dans s'autoriser à se questionner et puis l'audace dans le s'autoriser à faire. Ça, c'est aussi une culture, je pense, d'entreprise, une culture du test, de l'apprentissage et la façon de gérer le résultat et le bilan. Donc, de pouvoir dire aux collaborateurs qu'il n'y a pas d'échec. Il y a le même pas peur. Il y a un apprentissage, il y a le même pas peur à cultiver pour encourager la prise d'initiative et du coup, la prise d'initiative déjà pour le cerveau. C'est-à-dire que si on sait qu'on a le droit d'avoir des nouvelles idées, si on sait qu'on a le droit de questionner ce qui est fait, je pense que c'est un état d'esprit déjà qui se cultive à la racine pour pouvoir derrière faire émerger des nouveaux bourgeons et des nouvelles fleurs. Donc voilà, c'est les façons d'encourager. Et puis après, effectivement, des méthodes de questionnement. Moi, je cultive beaucoup la question de poser la bonne question, parce que je pense que ce n'est pas la réponse ou la solution qui compte, mais c'est de bien pouvoir aller sur le point de douleur qu'on veut adresser ou sur l'objectif qu'on a envie d'adresser. Donc, de bien se dire, c'est quoi la question, c'est quoi l'objectif. Ça aidera à avoir là où les bonnes idées, ou en tout cas avoir une idée, à la mettre en place et à pouvoir se dire, OK, c'était la bonne. Si on a posé bien la question, si on a bien posé le problème qu'on cherchait à adresser, alors on a une meilleure chance dans le cheminement d'innovation que d'apporter une bonne solution. Et puis, pour finir, je vais te dire, l'IA est une des réponses que j'ai, c'est-à-dire que j'encourage vraiment beaucoup dans l'entreprise à discuter avec ChatGPT de chaque idée qu'on peut avoir, parce que moi-même, je le fais quand j'ai une idée d'en discuter avec ChatGPT et je demande à ChatGPT de me poser des questions pour me permettre d'affiner mon idée, d'affiner mon intention, et ça permet d'aller souvent assez loin dans l'exercice de reformulation qu'il peut avoir, dans l'exercice de synthèse, dans l'exercice sémantique d'ouverture qu'il peut avoir. Donc, un moyen de penser innovant et d'apporter de nouvelles idées, c'est d'aller questionner un cerveau qui est certes robotique, mais qui est surtout pas biaisé. Bien sûr, on peut en parler avec des collègues, mais on n'a pas forcément l'aisance, on se fait pas forcément comprendre. La personne elle-même, elle capte en fonction de sa propre vision du monde. De discuter avec un robot permet d'avoir une discussion sans biais et du coup qui ouvre des choses. Alors, je dis pas, on ne prend pas la réponse du robot, on n'en fait rien à la fin, mais disons que j'ai encore eu un exemple ce matin d'une collègue qui va rencontrer quelqu'un que je lui ai recommandé d'aller voir parce qu'il a une certaine expérience sur un projet qu'elle doit elle mener, enfin une initiative qu'elle doit développer. Et je lui ai dit, discute avec ChatGPT, comment tu cadres cet entretien, comment tu vas initialiser la discussion. Et de fait, elle a une problématique qu'elle a adressée. Je lui ai dit, tiens, cette personne peut t'aider, mais elle ne la connaît pas, la personne en question. Elle ne sait pas forcément ce qui va se passer dans l'entretien. Et donc, je l'ai encouragée à avoir ce dialogue avec le robot pour structurer un peu le pitch de son entretien. Et ça marche aussi sur des idées. J'encourage beaucoup les personnes qui ont une idée et qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et de leur dire, j'en sais rien, moi, pas plus que les autres. En fait, c'est une bonne idée. Ça dépend quel est le problème que tu veux adresser. Et ça dépend si tu as bien exploré tous les contours de ton idée. Et ces questions-là, ChatGPT est un bon assistant pour les travailler. Donc, c'est aussi une des façons pour encourager les collaborateurs à penser de manière innovante, outre, comme tu l'as souligné, ces méthodes de task force et de projection qui sont déjà aussi une bonne façon de travailler, de réfléchir ensemble. Très bien. Quand on parle printemps, on évoque aussi une chose un petit peu plus désagréable. On parle d'allergie. Quel allergène ou obstacle, on parle ici d'obstacle, redoutable as-tu été amenée à surmonter dans ton parcours d'entrepreneuse et comment l'as-tu géré? Quelle est ton allergie? J'en ai plusieurs, je pense, des allergies. Je pense j'en ai plusieurs. Je pense qu'il y a une première allergie qui est personnelle, pour le coup, c'est moi qui me gratte toute seule, mais c'est une espèce de quête de perfection.
Et ça, je suis pas la seule à l'avoir, je pense. J'essaye d'y travailler avec plutôt une culture du perfectionnement. C'est-à-dire que vouloir le truc parfait, c'est pas possible. Et puis, bah, on est contraint par le temps, on est contraint par la bande passante, on est contraint par l'environnement, enfin par un certain nombre de choses. Et du coup, c'est une quête qui est assez vaine. Et je te parle à la fois la quête de la perfection personnelle, mais aussi dans un projet, si tu veux aller sur le truc parfait. En fait, ça va impliquer un hyper investissement en temps ou en argent qui ne correspond pas à l'objectif qu'on va aller chercher, qui ne correspond pas aux arbitrages qu'il faut faire par rapport aux autres projets qu'on a à côté. Et donc, on va plus chercher un optimum global et on va chercher une amélioration continue, comme on l'évoquait avant. Donc, il y a ce premier irritant, c'est d'accepter que le 20 sur 20 n'existe pas, qu'on ne peut pas l'atteindre, parce que, mais encore une fois, au-delà du niveau personnel, même au niveau des projets, et de se dire, OK, bah, par rapport à tout ce qu'on pourrait optimiser, se dire qu'est-ce qu'on va choisir d'optimiser par rapport à quel gain et quel niveau d'optimisation on va aller chercher. Donc ça, c'est l'allergène perfection. Dans la série, un peu des trucs hérités avec lesquels il faut entretenir le dialogue pour pas trop subir. Je trouve qu'il y a la grille d'évaluation de la réussite médiatique, dans le sens ce que notre éducation et ce que la société cultive en termes de vision de la réussite. Ça, c'est un truc qui me gratte pas mal parce que je me retrouve à faire le bilan pour l'entreprise, faire le bilan pour une personne, pour une équipe, des objectifs qu'on a atteints. Et en fait, de se rendre compte qu'on est hyper médiatisé par certains schémas de carrière ou de réussite, fait qu'on apprécie assez mal la réalité de notre propre réussite, qu'il s'agisse de l'entreprise, de l'équipe ou de la personne. Donc ça, c'est un truc un des allergènes, c'est la définition de la réussite. Je vais pas définition du bonheur, hein, juste déjà celle de la réussite de l'entreprise. Est-ce l'entreprise dont on parle dans la presse comme étant hyper florissante, comme écrasant tout le monde? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui vivent grâce à cette entreprise qui est saine financièrement? Ce qui est ma proposition de définition de réussite. Et c'est un peu pareil sur la gestion de carrière individuelle. Si tu te trouves dans les bilans à te battre avec des choses héritées d'éducation, héritées de parcours, et te dire ok, non, moi je pense que la réussite c'est le fait d'avoir progressé, d'avoir appris des nouvelles choses, d'avoir mis en place des choses nouvelles, d'être en chemin, d'être en perfectionnement, et pas forcément un plan de carrière qui t'impose d'être manager de 10 personnes au bout de 10 ans, de 50 personnes au bout de 20 ans, sinon pas réussi. Donc, c'est un autre allergène. Et puis après, bon, ça, on va dire, c'est ce qui chemine. Le truc qui est un peu le mot, je te dirais, sur lequel, là, je travaille sur de la sémantique pure, c'est le mot juste. Je crois que j'ai un allergène injustice. Alors, ça paraît un peu bateau, mais on peut se retrouver assez souvent confronté à cette question de l'injustice et de se dire à la fois, oui, c'est comme ça, la vie n'est pas juste. Et en même temps, en tant que maman ou en tant que chef d'entreprise, de se dire oui, mais enfin, je ne suis pas obligée de la cultiver, l'injustice non plus. Si je peux un petit peu travailler contre ou rééquilibrer certaines injustices, ça me tient à cœur. Et donc, cet équilibre entre, effectivement, la vie n'est pas juste et je ne peux pas tout résoudre, et en même temps, j'essaye de ne pas l'augmenter, l'injustice. Et parfois, on me dit c'est pas juste, et je dirais attends, c'est pas juste injuste, ou c'est pas juste, ça manque de justesse. Et ça rejoint ce que je te disais sur de bien émettre la question, de bien émettre le problème, etc. C'est que des fois, on dit c'est pas juste, on entend c'est pas juste, injuste. En fait, c'est pas juste au sens justesse, et on va travailler la justesse de la solution. Et encore une fois, tu peux projeter ça sur un projet, sur un livrable, mais tu peux aussi le projeter sur une carrière ou sur une appréciation
appréciation et une évaluation. Est-ce que c'est pas juste au sens injustice ou est-ce que c'est pas juste au sens justesse? C'est assez important à avoir en tête comme subtilité. Et c'est toujours la langue française et ses difficultés sa richesse aussi. C'est sa richesse, mais par moment, c'est des subtilités qu'il faut bien avoir en tête. Voilà. Voilà mes allergènes. Les allergènes, très bien, c'est noté. Le nettoyage de printemps, à présent, le très célèbre nettoyage de printemps. Donc, nettoyage, rangement. À la maison, ça peut se traduire par range ta chambre, entendu après seulement la 3210e fois pour un résultat approximatif, généralement. Comment ton expérience de parent influence-t-elle ton approche du leadership au sein de ton entreprise? Oui, alors, c'est une bonne question parce que surtout le ranger la chambre, tu vois, c'est un truc que je me suis projetée même plus loin que ça. Parce qu'effectivement, donc ranger la chambre, c'est le truc, c'est je pense un des points de friction particuliers et comme tu dis très réguliers qu'on va avoir avec les enfants, parce qu'en fait en tant que parent, on n'a pas envie de ranger la chambre. Que c'est un exercice hyper laborieux, fastidieux, pour assez peu de reconnaissance, pour assez vite que ça revienne au bazar. Une minute après. Et du coup, le sujet sur lequel je vais le plus demander à mes enfants de faire et qui vont le moins faire. Et tu vois, j'ai eu récemment cette discussion dans l'entreprise parce que moi-même, je me suis rendu compte sur mes week-ends que quand ma tâche de week-end c'est ranger, j'ai pas beaucoup de reconnaissance à moi-même pour la qualité de mon week-end, notamment parce que j'ai personne qui va me dire merci à la fin de la journée. Et en fait, j'ai comparé ça à certaines missions dans l'entreprise qui consistent à entretenir et ranger, et de me rendre compte que y a un biais, c'est que quand maman entreprise, maman fleur dans l'entreprise demande le rangement, je suis pas sûre d'avoir autant, plus en tout cas d'écoute et d'envie que chez mes enfants qui vont éventuellement obéir, mais pas forcément y mettre du sens. Et donc, par rapport à ce que tu fais comme parallèle par rapport à l'accompagnement des enfants versus l'accompagnement des équipes, c'est vrai que c'est assez, tu vois, les enfants, je trouve ça assez compliqué parce qu'ils n'ont pas toujours le pourquoi on leur demande ça ou pourquoi on leur interdit ça. Et donc, on essaye d'expliquer, mais il faut quand même avoir conscience qu'à chaque âge, son degré de conscience et de compréhension. Et que à la fois, on doit les autoriser à faire leurs propres erreurs, leurs propres apprentissages, et à la fois, il y a des choses sur lesquelles, en attendant, c'est à nous de décider ce qui doit être. Donc, j'essaye autant que possible de mettre du sens. Je me rends compte ou je ne me rends pas compte de ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas. Et à la fin, j'essaye, en argument voiture-balai, on va dire, mais quand même, tu vois, j'ai cet échange avec ma fille qui a quand même 10 ans, mais qui ne peut pas tout comprendre, des fois de lui dire, écoute, a priori, je suis quand même la personne qui te veut le plus de bien au monde. Donc, peut-être je me trompe, mais à ce stade, c'est quand même, pour l'instant, ma décision. Et tu vas essayer de me faire confiance parce que je suis quand même celle qui te veut le plus de bien. Et donc, on va essayer de partir sur cette relation de confiance. Que tu ne comprends pas, sur pourquoi c'est important, soit que tu apprennes à le faire, soit que ce soit fait comme ça, soit que tu n'aies pas le droit de faire ci ou de faire ça. Donc c'est pas évident de travailler là-dessus. Moi, je te dirais qu'il y a un côté, lié à l'autorité qui est une question des règles, et qu'il y a des règles du bien vivre ensemble, et que toute une partie de ce qu'on va apprendre à l'enfant, c'est de prendre soin de lui et de prendre soin de lui dans une société et dans un groupe, et de prendre soin des autres aussi, du coup, au passage, et que en même temps, édicter ces règles et les faire appliquer, ça implique une certaine forme d'autorité et d'imposition. On a envie de donner un maximum de sens aux règles, mais il faut aussi accepter leur existence et essayer de faire confiance à leur pertinence, si tant est que les personnes qui les émet ou qui les entretient, on a confiance dans son jugement et ses valeurs et ses intentions. Voilà. Donc, je pense qu'il y a
il y a un peu cet élément-là. Après, tu vois, moi, je range les jouets de mes enfants parce que j'estime qu'ils pourront mieux jouer derrière. Si c'est trop le bazar, je vois pas comment ils peuvent jouer. C'est pareil au bureau, c'est-à-dire que si on range les outils de travail, on pourra mieux travailler derrière. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué sur ces sujets-là. Et si je pense que moi-même, quand je fais le point sur ce que j'ai à faire et ce que je fais, en fait, il y a aussi un héritage je pense qu'on nous a tellement grondé pour ranger notre chambre qu'on met ça dans les tâches ingrates, dans les tâches qu'on n'a pas envie de faire, qu'on doit ne pas vouloir faire, en fait. Parce que, enfin, tu vois, c'est un héritage qui sont vus comme ça, alors que c'est assez essentiel pour du bien-être. Si tu veux, je ferai un parallèle avec bien manger et faire son sport. C'est-à-dire que aller faire du sport, c'est pas forcément, t'en as pas forcément envie. En tout cas, par rapport à chiller dans ton canapé, disons que certains jours, chez un certain nombre de personnes, si tu veux, le choix est vite fait. Mais si tu admets que c'est une chose essentielle pour ton corps, que ça va te faire du bien, que tu vas faire l'effort, et puis de fait, après, tu vas en avoir la reconnaissance, la satisfaction, la fierté, etc. Le ménage, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de tâches comme ça où je trouve qu'il y a une question qui vient d'assez loin de la valorisation du ménage et du nettoyage et du rangement. Il y a quand même des gens qui disent « Ah, ça m'a fait du bien d'avoir rangé », mais enfin, il faut d'abord avoir osé prendre le temps de ranger. C'est pareil pour le sport. Et après, il faut trouver une manière faut s'organiser pour ranger, comme il faut trouver le sport qui nous convient. Mais du coup, il faut, si tu as besoin de trucs hyper structurés, tu mets des boîtes, tu mets des étiquettes, peu importe ta méthode, mais voilà, il y a un sujet. Je me suis un peu. Non, mais c'est très bien. Ça... Je touche du doigt un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir ces dernières semaines. Je vois ça. Je vois ça. Toujours sur cette notion de nettoyage, comment tu appliques, toi, donc, cette notion de nettoyage, de réorganisation, que ce soit au niveau donc, des processus internes ou des objectifs à atteindre? Parce que toi, tu as une vision claire, forcément, tu es le capitaine, donc tu sais où tu as envie de nous amener. Comment, toi, à un moment donné, tu appliques tout ça dans tes processus et le transmets à tes équipes? Yes. Écoute, je pense que c'est… je vais te donner un exemple hérité de la maison, mais qui correspond un peu à ce que j'essaie d'avoir dans l'entreprise. Ça fait plusieurs temps que je trouve que mon dressing à la fin de mon placard, quoi, à la fin de la semaine, c'est pathétique, et que tout le week-end, je recule devant l'objectif de ranger, et en même temps, du coup, je range le linge lavé dans un bazar, et du coup, il faut re-ranger, etc. Et bien sûr, j'ai beaucoup plus d'attention et d'effort pour mes enfants que pour mon propre placard. Il y a 3 semaines, du coup, j'ai fait un bon rangement et je me suis dit, on va quand même tester un truc, c'est que le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu te remets à travailler ou bien tu vas faire la cuisine, etc. Alloue du temps tous les soirs au rangement continu, en fait, et à s'assurer que le dressing est tous les jours bien rangé plutôt que d'avoir la charge qui s'amoncelle. Et du coup, le jour où il faut le faire, c'est… Ça fait encore plus peur, quoi. Voilà. Il y a ça qui est un premier principe. Et le deuxième principe, c'est mets pas quand tu ranges, tu vois, tu défais ta valise. Là, tu ne mets pas dans un truc qui n'est pas rangé. Donc, par exemple, on est rentré des dernières vacances. J'ai trié l'armoire à pharmacie avant de tout remettre, tu sais, tous les petits médicaments que tu emportes dans la trousse à pharmacie des vacances, quoi. Ça, c'est des exemples très concrets de comment faire en sorte dans le quotidien pour que la charge ne s'amoncelle pas et que, du coup, il y ait moins… Il y a quand même les grands nettoyages de printemps à faire, mais il y a toute une partie, c'est le nettoyage un peu tous les jours. Donc après,
au niveau de l'entreprise, comme au niveau des enfants, c'est un peu la question de qu'est-ce qu'on fait tous les jours et comment on cultive cet état d'esprit en ayant des routines, en ayant des codes et des choses sur le quand est-ce qu'on range versus quand est-ce qu'on avance. Et donc, en avançant, on met le bazar forcément. Et donc, je pense que c'est à chaque fois que je passe quelque part, je commente le fait que c'est rangé ou pas. Et donc, je pense que ça fait partie de l'état d'esprit de ne pas accepter que ça ne soit pas rangé, de le commenter. Je l'accepte dans le sens où je sais que dans le quotidien, on me dérange, mais j'encourage à bien être attentif à ça et à bien prendre la température régulière de est-ce que c'est rangé ou pas, de travailler sur des process aussi pour avoir des passes de nettoyage, c'est-à-dire par moment, on fait le grand nettoyage de printemps, mais du coup, quand on fait le nettoyage de printemps, on documente la façon dont on a nettoyé pour que ça soit plus facile de régulièrement nettoyer sans prendre le même temps que ce que ça a pris aujourd'hui, parce que là, ranger les Legos, c'était, il y en avait partout, il y en avait dans toutes les boîtes, il n'y a pas de méthode de rangement, donc ça prend d'autant plus d'efforts. Voilà, donc c'est de la culture, comme tu dis, c'est un peu mon truc, que ce soit organisé et de regarder, de me dire comment ça pourrait être mieux organisé. Et puis, tout en essayant de justement mettre du sens, ça sert à quoi d'organiser? Et je pense que si on arrive à cultiver le à quoi ça sert d'organiser, soit pour la personne, soit pour sa collaboration avec l'équipe, plus tu as du sens dans à quoi ça sert d'être rangé, d'avoir rangé, et du coup, du kiff dans le résultat, si ce n'est dans l'effort de ranger. Je pense que l'enfant n'en a rien à faire de dormir dans son bordel ou pas. Après, s'il a toujours dormi dans un endroit très rangé, normalement, ça va le gêner. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre, de toute façon, c'est comme ça, il faut le faire. C'est une règle de bien vivre. Ou bien, j'en tire une satisfaction, j'en tire un plaisir, ça m'apporte quelque chose. Et là, du coup, c'est encore mieux parce que je vais arriver à créer une routine. Encore une fois, je pense que l'exemple du sport te parle bien. Avant d'arriver à je me sens mieux après le sport, au-delà de mieux dans ma tête, de la fierté de l'avoir fait. Je veux dire, quand tu atteins une certaine routine sportive, tu le sens dans ton corps et tu le sens quand tu le fais plus. Là, c'est un peu pareil, c'est de se dire, j'accepte que ça doit être fait, que c'est plus efficace de travailler ou de vivre dans un environnement propre, rangé, et au pire, j'accepte la règle, au mieux, j'y tire un bénéfice perso. Je pense que c'est ça qui est un peu la clé pour favoriser une routine entretenue. Merci, Fleur. Dernière question sur le sujet, en cette période de transition vers le printemps. Quel conseil donnerais-tu à d'autres entrepreneuses ou à d'autres parents qui cherchent à insuffler un nouvel élan dans leur vie professionnelle ou personnelle? Moi, en tout cas, ma transition aujourd'hui, c'est justement ce sujet. C'est pour ça que c'était drôle que tu m'amènes là-dessus, de la valeur que j'accorde à chaque temps. C'est-à-dire que je finis la semaine avec toute la liste du travail que j'ai pas encore fait, qu'il faudrait que j'essaye de faire ce week-end pour partir avec un peu moins de retard le lundi matin. Et pas partir dans un crédit négatif en début de semaine, quoi. Ouais, je suis toujours en crédit négatif, mais comme je te dis, de toute façon, je crois que je serai toujours en crédit négatif, mais d'essayer de ne pas en stresser ou pas de me sentir coupable de ne pas travailler du coup. Et de constater que, oui, mais le week-end, je vais devoir, remplir le frigo, ça prend du temps. 2, ranger l'appartement qui a vécu toute la semaine avec les enfants. 3, accompagner les enfants à leurs activités, voire éventuellement passer du temps avec eux, voire éventuellement passer du temps avec des amis, faire mon sport. J'ai un certain nombre de contraintes, de choses imposées, tu vois, sur l'exercice du week-end. Je ne parle pas des lessives, qui prennent un temps, etc., etc. Et me dire, OK, comment je fais? Parce que du coup, moi, je me dis que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est travailler. Mais en fait, d'abord, j'ai tout ça à faire. Et puis, il y a un élément que je ne mentionne pas dans tout ça, c'est la récup du cerveau. C'est-à-dire que si je chill dans mon canapé, je trouve ça flemme, tu vois. Si je vais au sport, ça, c'est OK. Mais alors, pourquoi d'aller 1 heure au sport et de me faire du bien par le sport, ça, c'est OK. Pourquoi je n'ai pas de notion de faire 1 heure de rien
c'est bon pour mon cerveau et ça l'aiderait, etc. Si je fais de la méditation, comme on en parle beaucoup dans la presse, ça c'est bon, ça passe et je n'ai pas rien fait, tu vois, c'est pas Netflix, etc. Et donc, je challenge beaucoup la question de la reconnaissance qu'on a d'une tâche qu'on fait, donc la reconnaissance du ménage, la reconnaissance du rangement, la reconnaissance du linge propre, l'absence de reconnaissance de ça et les temps de récup et l'absence de reconnaissance, de connaissance et de compréhension des temps de récup. Manger, prendre le temps de manger, ça c'est bon, on accepte de le faire. Prendre le temps de faire du sport, ça c'est bon, j'accepte de le faire. Passer du temps avec mes enfants, à peu près, j'accepte de le faire. Bon, c'est une autre énergie, tu vois. Ça me paraît être dans les duties que j'ai à faire. Donc ça, c'est OK de passer du temps à ça. Faut juste que je trouve l'équilibre par rapport à il y a mon travail à faire. Mais du coup, pourquoi le travail? Pourquoi gérer mes enfants? Pourquoi faire le sport? Ça, c'est OK parce que ça me demande de l'effort que je visualise et que je pourrais ne pas faire, etc. Mais dormir, c'est nécessaire aussi. Ne rien faire est nécessaire aussi. Et donc, de comprendre cette dévalorisation qu'on a du temps du rangement, ce manque de reconnaissance qu'on va avoir sur cette partie de notre camembert temps qui est pourtant nécessaire et qui fait partie des choses à faire. Donc, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde et je suis probablement folle dans mon raisonnement, mais je me dis que ça doit résonner quand même dans cette bataille du temps qu'on a tous, qui est que le temps, contrairement même à l'argent, on ne peut pas se dire je vais faire ça pour en gagner plus. Le temps, ça c'est une donnée, voilà. Donc, il faut répartir le temps et se dire, OK, je répartis par rapport à des besoins. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on sous-valorise certains besoins dans notre échelle de temps et que, tu vois, tu as mis le doigt dessus, le rangement, c'est à cause des injonctions de nos parents qui nous grondaient pour le faire que du coup, on voit ça dans le truc relou à faire, alors que ranger, ça fait du bien. On se sent mieux, il suffit, et puis on peut écouter de la musique, on peut écouter un podcast, je veux dire, si on a besoin. Oui, c'est ça, on peut ranger doublement efficace, quoi. C'est possible. Et donc, voilà, donc de questionner un peu la valeur qu'on attribue à chaque tâche et du coup au temps qu'on y passe, ça me paraît être essentiel pour pouvoir mieux vivre cet ensemble de tâches nécessaires qui, je pense, je reviens toujours à cette comparaison, mais je pense que du temps de nos grands-parents, quand on cultivait un champ, on avait la liste des choses à faire aujourd'hui, que quand on est agriculteur, on a la liste des choses à faire aujourd'hui. Je pense qu'on a moins d'injonctions du monde et de l'environnement pour nous dire ta vie, c'est réussi si tu ne fais rien. C'est ça, hein, c'est quand même le truc ultime qu'on nous met dans tous les médias, etc. Mais qui est heureux en ne faisant rien? Je crois personne. Donc voilà, donc de challenger la valeur qu'on attribue à ces tâches et de se dire pourquoi je lui accorde cette valeur-là seulement et de jongler avec le camembert du temps, avec un rééquilibrage comme ça, en conscientisant encore une fois des choses admises comme le temps passé au sport, le temps passé à s'alimenter, ça c'est OK. Dormir à peu près, mais du coup, ranger ou reposer son cerveau, ça, on n'a pas de référentiel et ça va dans la case de soit c'est chiant comme le truc que mes parents me forçaient à faire alors que je voulais jouer à la Switch. Pardon, il n'y avait pas de Switch, mais enfin, on comprend l'idée. Mais de toute façon, pas le droit. Game Boy, ouais. Game Boy, exactement. Ou le temps du repos de cerveau. Pourquoi c'est essentiel? Ça nous vient de manière évidente pour un grand sportif, mais du coup, qu'en est-il de quand on n'est pas grand sportif? Voilà. Ouais, justement, c'est marrant en fait. J'ai écouté, je crois que c'était cette semaine, une interview sur le podcast de InPower. C'était Maurice Acco, le chef. Et lui, il disait, donc il a un agenda vraiment, comme tu peux l'imaginer, bien chargé. Déjà, de par le restaurant et puis par tous ses engagements médiatiques, etc. Et en tant que personne donc super productive, s'arrêter, c'est compliqué. Par contre, il s'octroie dans l'agenda une plage d'horaire où c'est rien. Ouais. Et pour lui, alors comme il disait, et je trouve ça, c'est hyper enrichissant, c'est qu'il disait, le rien, ça peut être, peut-être je vais ouvrir un bouquin de cuisine, parce que malgré tout, il est passionné. Bien sûr. Il va feuilleter, il va le feuilleter, et puis peut-être que plus tard, quand il aura envie de composer un plat, top, ça va faire un petit déclic, il dit, mais oui, j'ai lu ça, et hop, finalement, ça lui aura servi pour quelque chose plus tard. C'est ça, c'est se nourrir d'une manière ou d'une autre. Ce rien-là, il peut être bénéfique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce temps-là n'est pas
mis, on va dire, dans la catégorie, je pense qu'il devrait avoir, quoi. Ce temps-là peut s'avérer nécessaire, et même pour le renouveau de l'esprit. Je pense qu'il est nécessaire et que même regarder une série sur Netflix, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas. Après, c'est une question de. Enfin, c'est quoi la phrase pour l'alcool, l'abus. Je veux dire, sur une question de dosage, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a je trouve une survalorisation dans notre esprit de certaines tâches qui, je pense, est dépendante aussi de l'effort qu'il y a à faire pour le faire. Et en même temps, c'est une dévalorisation. Si tu cherches la définition du bonheur ou de la réussite par la société, tout en nous montrant et en nous marketant des profils qui sont en fait des gens hyper productifs, hyper débordés, et en même temps la culture la quête est censée être le farniente et le rien faire. Donc, il y a un truc à rééquilibrer. Et effectivement, définir son rien, c'est-à-dire la tâche l'espace qui repose, parce qu'il y a moins de contraintes, il y a moins d'obligations, parce que on va plus laisser l'esprit choisir ce qu'il a envie de faire. C'est effectivement, je pense, assez essentiel, mais pas du tout évident à mettre en place. C'est clair. Puis le cerveau étant un muscle, il vaut mieux le laisser se reposer aussi. Tout à fait, exactement. Eh bien, donc là, nous avons ton inspiration, tes petits trucs à toi. Toi, est-ce que tu as justement une ressource à nous citer, que ce soit un livre, une personnalité, une chanson qui t'inspire sur ce sujet-là, justement, pour cultiver cet élan de renouveau? Est-ce que toi, tu as été inspiré par quelqu'un, quelque chose? Écoute, là, je suis en trou noir tout ce que je viens de te partager. Non, je pense que… Ton expérience de vie. Oui, c'est ça. C'est plutôt ma façon de questionner, d'être dans cette course-poursuite avec mon travail, tout en ayant beaucoup de choses à faire à la maison et beaucoup de frustration et d'auto-jugement sur ce que je ne fais pas à la maison, et d'essayer d'équilibrer les choses. Et comme tu dis, en fait, non, là, je n'ai pas une lecture à te citer, mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de lectures qui m'inspirent et qui viennent me faire avancer. Donc là, je dirais que tous mes raisonnements sont un peu la synthèse de ce que je peux lire, mais il n'y a pas un truc. Ça s'imbrique, quoi. Ça. Tout à fait. D'accord, très bien. Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas également à nous partager vos problématiques. On en a toutes et tous. Vos expériences également et conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel et ou professionnel, rendez-vous sur le site waynegood.com. Je te propose, Anne-Fleur, de refermer ce podcast par notre séquence Fleurs dans l'air de ChatGPT et notre quiz intitulé pour l'occasion « Dis-le-nous avec des fleurs ». Comme les fleurs qui s'épanouissent avec le soleil du printemps, quel aspect de ton entreprise s'épanouit le mieux lorsque les conditions sont idéales? Comme les fleurs qui s'épanouissent avec le soleil du printemps, quel aspect de je pense je dirais le collectif, dans le sens comment dire, pour moi, ce qui maximise la réussite de l'entreprise, c'est si on arrive à tirer la quintessence du regroupement d'individus. Donc, on a plein de joueurs sur le terrain. Ils peuvent être en pleine forme et excellents chacun. S'ils ne jouent pas ensemble, s'ils ne s'adaptent pas ensemble aux conditions dans lesquelles ils jouent et à l'équipe qui est en face, etc., le match, on ne le gagne pas. Aucun rapport avec le match de l'équipe de France? Non, alors là… Je ne sais même pas quel a été le résultat. Moi, je sais juste qu'on n'a pas eu The Voice samedi à cause de ça, mais je n'ai pas vu le résultat. Non, mais donc,
pour moi, je dis, on a évoqué l'innovation, on a évoqué l'amélioration continue, on a évoqué, enfin, il y a plein de sujets dans une entreprise qui est très comparable à justement une équipe sur un terrain, parce qu'il y a de la défense, il y a de l'attaque, il faut marquer des buts, mais si tu en prends autant que tu en gagnes, tu en marques, ça ne va pas. Enfin, bref, donc c'est assez complexe. C'est un organisme vivant qui est complexe. Il est à son optimum et il grandit, enfin, il réussit le mieux si les conditions sont réunies pour favoriser le faire ensemble. C'est-à-dire que c'est important que chaque individu soit au top de sa forme, de sa motivation et développe son excellence, mais ça ne sera utile et impactant que si ça se fait dans l'équipe et en tant qu'équipe. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre l'optimum pour chacun et surtout l'optimum ensemble. C'est-à-dire qu'un très, très bon attaquant, c'est super, mais si la défense est à la trou, ça ne sert à rien. Il faut que ça sert un collectif. Très bien. Si ton entreprise était une fleur, serait-elle une rose majestueuse ou une marguerite humble mais déterminée? Écoute, vu les adjectifs, je vais considérer une marguerite humble et déterminée. Je pense que c'est plus, on va dire, c'est plus cohérent. En fait, ce que je vois entre la rose et la marguerite, c'est tu vois, sur la marguerite, on a une lecture assez claire d'un cœur et de toutes les pétales qui sont de manière équivalente rattachées au cœur. Là où sur une rose, on va avoir vraiment une distance assez forte entre tu vois, les pétales les plus extérieurs et ce qui fait le cœur. Donc, je pense que les deux comparaisons on pourrait filer les deux métaphores, mais j'ai l'impression que on est sur une entreprise plus marguerite au sens d'être tous autour d'un objectif et d'essayer de travailler comme ça. En tout cas, c'est ça que j'ai envie de cultiver. C'est joli. Si c'était une plante, serait-elle plutôt un cactus résistant ou une orchidée délicate mais élégante? Vu d'où on vient, j'aime pas trop l'image. Surtout que j'aime beaucoup les orchidées, j'aime beaucoup moins les cactus. Mais de fait, je crois qu'on va se comparer à un cactus résistant parce qu'on a pris assez cher sur de nombreuses dimensions. Et je ne parle pas du Covid, hein, je parle de plein de choses qui viennent mettre en difficulté l'entreprise. Et on a survécu. Alors, je pense qu'il y a un côté cactus dans le sens où il y avait dans le corps ce qu'il fallait pour être effectivement résistant. Et il y a eu peut-être un peu un côté roseau, donc un peu de souplesse quand même. Mais effectivement, on n'est pas, on n'est pas fragile. Je pense qu'on l'a prouvé et qu'il y avait une force pour renaître ou en tout cas se renouveler qui est assez forte. Et c'est vrai que le cactus est une belle illustration de plante qui, à un moment donné, on a l'impression qu'elle est en train de se dessécher et de mourir, mais il ne faut pas grand-chose qu'une force intérieure forte pour renaître et revivre. Donc voilà. Et puis on a un côté un peu bourrin, un côté on forcer un peu parfois. Pour tout. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a rebondi, quoi. C'est de prendre tous les sujets de manière bourrine et systématique. Ce qui ne va pas trop avec la délicatesse de l'orchidée et encore moins l'élégance, mais bon. Ça marche. Tu nous as parlé beaucoup de collectifs. Dans le bouquet de compétences de ton équipe, qui désignerais-tu comme le tournesol rayonnant et qui désignerais-tu comme le lotus tranquille? Enfin, un palmarès, bientôt. Yes. Écoute, le tournesol rayonnant,
J'ai une personne qui me vient en tête, qui est, je pense, je pense que ses collègues sont d'accord. Alors, bon, tu sais, moi, j'aime pas trop nommer une personne parce que je veux pas que ça soit enlevé aux autres qui se disent ah, mais moi aussi, tu sais, comme quand je dis un compliment à mon fils et que ma fille dit ah, parce que moi, non. Et que je peux dire, un, tu as 3 ans de plus. Deux, c'est pas parce que je lui dis ça que je te dis pas à toi ou que je te dis à toi le contraire. Enfin, bon, bref. Mais bon, si Bon, j'aurais liste non exhaustive, mais s'il y avait un premier nom voilà, qui il y a une personne que j'ai eue au téléphone encore ce matin et qui est un vrai rayon de soleil, elle s'appelle Paola. Et Paola, c'est une personne qui traite avec des clients pas faciles, parce qu'on est sur les clients réclamations, on est sur les clients qui n'ont pas payé leurs créances, etc. Donc un job pas facile. Mais Paola, elle a toujours le sourire. Toujours le sourire. Et rayonnant. Et voilà, enfin, c'est un soleil. Vraiment, j'ai pas d'autre. Et donc, vraiment, tu vois, ce matin, je lui dis, bon, est-ce que tu as un petit peu de temps pour moi? On s'appelle 2 minutes. Tu vois, tu arrives, tu as la DG qui te chatte, qui te dit, machin, viens maintenant. Enfin, tu n'avais pas prévu, tu étais en ligne avec un client, tu as pris connaissance des réclamations du week-end. Enfin, c'est un soleil. Et elle a une façon de te demander comment vas-tu, Anne-Fleur? Ouais. Parce que c'est la bienveillance aussi. Ah oui, c'est ça qui est complètement centré sur toi. Enfin, tu vois, et tu te dis, mais elle a forcément une vie difficile, elle aussi. Enfin, tu vois, on a tous, enfin, tu vois, on a tous des soucis, tu dis, elle a une capacité à revenir comme si la vie était tout le temps belle et comme si, enfin, et elle est complètement centrée sur la personne qu'elle a en face. Ça, c'est un cadeau. L'autre fois, j'avais rendez-vous avec elle, j'avais une demi-heure de retard pour son entretien annuel. Donc, on est quand même sur un moment où tu n'es pas en mode super zen. Enfin, tu te dis, enfin, tu vois, il y a une petite anxiété, même si les échanges sont fluides et tout. Et elle arrive, elle dit, bah, écoute, pour une fois, j'ai fait rien. J'ai regardé la pluie et tu vois, une fois, je me suis dit, on ne regarde jamais la pluie. Donc la meuf, elle Ah, arrive j'adore. la pluie par la fenêtre, à pas te dire, ouais, tu vois, il fait moche, ouais, tu vois, c'est relou, machin. Non, elle te dit, elle a attendu, oui, mais tant mieux parce qu'elle n'a jamais le temps de rien faire, tu vois. Et c'était pourquoi pas regarder le soleil et prendre un rayon de soleil. Non, regarder la pluie. Et c'est pas qu'elle aime particulièrement la pluie, mais finalement, c'était un joli spectacle. Enfin, merveilleux. Et donc ça c'est un bonbon pour moi parce que c'est tellement à 100 000 lieues de comment moi, mon cerveau est tous les jours. Ça fait extrêmement du bien. On aurait une appli, Paola. SOS. Ouais, vraiment, vraiment. C'est un rayon de soleil. Incroyable. Et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, le ressentir. Et elle est capable, peu importe son niveau de lien avec les personnes, c'est très, très fort. Très fort. Très bien. Le Lotus tranquille maintenant? Lotus tranquille, je pense que je suis obligée de mentionner mon associé et collègue de bureau parce qu'effectivement, alors c'est tranquille dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne s'emballe pas beaucoup pour les bonnes nouvelles, ce qui est parfois peut manquer, mais on ne part pas non plus en vrille sur les mauvaises nouvelles ou les points de difficulté, ce qui peut être un point d'appui. Très bien. Les fleurs ont souvent des significations symboliques. Si ton entreprise, et là c'est toi qui choisis, donc devait choisir une fleur pour représenter sa philosophie ou ses valeurs, laquelle serait-ce et pourquoi? Je suis nulle en fleurs, si tu savais. Avec le prénom que tu as, enfin. Et oui, peut-être c'est un rejet. C'est peut-être. Non, écoute, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question sur les philosophies et les valeurs, mais ça me fait penser quand même à. Je verrais un rosier parce que j'adore les roses. Qu'il y a une grande variété de roses. Il y a plein de typologies de roses différentes. Je parle des roses naturelles, hein, pas des. Mais bon, de fait, on peut en faire des versions augmentées. Que les roses, ça pique aussi. C'est beau, mais ça pique. Donc il y a un côté, assez comme ça dans l'entreprise, c'est que c'est beau, mais ça pique. C'est-à-dire que tous les jours, gérer une entreprise et des gens et des projets, enfin, c'est tous les jours ça pique, mais tous les jours c'est beau. Et donc, il y a ce côté-là dans la comparaison. Il y a le côté, les roses, tu sais, où tu vas mettre un tuteur pour aider
à ce que la croissance se fasse de manière structurée, que ça aille bien, etc. Sinon, ça va quoi? Ça va ramper dans tous les sens. Il y a un côté, tu sais, les roses qui peuvent faire un peu lierre, quoi. Ça peut aller dans tous les sens et partout. Donc, tu vois, ce juste milieu à trouver entre, on va mettre des tuteurs pour accompagner la forme que va prendre le rosier, et en même temps, on va le laisser prendre ses dispositions et prendre place pour voir ce qui peut en ressortir, parce que ça peut, c'est toute une partie de la magie de la nature et de la nature d'un organisme vivant comme le collectif humain de l'entreprise. Donc, de trouver comme ça l'équilibre. Et c'est pas facile, tu vois, de savoir est-ce qu'il faut être hyper précis dans les consignes qu'on donne, ou au contraire être très vague et dire faut aller par là et laisser le truc se faire, sachant que il y a certains individus qui ont besoin au contraire plutôt plus de cadre, d'autres qui sont plutôt plus à l'aise avec l'espace de liberté. Donc, de trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas de bonne façon de faire grandir un rosier, je pense. Il y a différentes façons de le faire, et il faut s'adapter aux conditions et aux envies qu'on peut en avoir. Et puis, la troisième comparaison que je ferais, c'est la logique de bouture, où tu vas pouvoir encore une fois, à partir de certains bourgeons et certaines fleurs. Alors, j'imagine que ça existe dans d'autres fleurs, mais je le vois vraiment bien sur un rosier, pouvoir en prendre un morceau, une branche, et puis le mettre ailleurs et le faire refructifier, se redévelopper ailleurs et faire un autre arbre. Et là-dessus, je te dis ça, bon, j'aurais pu prendre la vigne, mais je crois qu'il y a moins de fleurs dans la vigne que dans le rosier. Mais je trouve que c'est une comparaison qui marche assez bien, et au niveau de l'individu, tu vois, la bouture que tu peux en faire de quelqu'un qui est sur un métier que tu recrutes pour un poste, et puis que tu fais évoluer parce qu'il y a eu des changements, parce qu'il y a eu un projet qui s'est arrêté, etc. Et tu fais un renouveau de la personne à partir d'un autre espace. Tu peux avoir la même chose au niveau d'un projet, c'est-à-dire que tu commences comme ça, tranquille, tu laisses le truc un peu errer par là, et puis en fait, tu vois qu'il y a toute une opportunité. Hop, tu prends le sujet et t'en fais une task force et t'en fais un gros projet. Et puis, c'est ce qu'on fait aussi sur la transposition faite à l'international ou sur d'autres thématiques, tu vois, de se dire, attends, écoute, ça, on va en prendre un petit bout, on va aller le mettre là-bas, on va voir ce qui s'y passe et comment ça va se développer. Donc voilà, donc c'est pas une fleur, mais c'est la fleur avec son arbre. La rose a cette particularité d'être sur un arbuste et d'avoir ce côté vraiment merveilleux de c'est tellement beau, mais ça pique tellement. Et cette éclosion et ce renouveau. Et puis après, toutes ces caractéristiques du rosier qui font que je trouve que la comparaison fonctionne bien. Effectivement, c'est une belle comparaison. Et toi, donc, ta fleur préférée, tu nous as parlé de rosier, d'orchidée. Est-ce qu'il y en a une préférée parmi tous? Je crois que je suis très attachée aux orchidées parce que ça correspond à une étape de vie. J'ai vécu à Singapour au lycée, et donc Singapour, c'est là que j'ai découvert les orchidées en dehors d'un jardin botanique, quoi. Et c'est vrai que j'ai quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance là-dedans. Et après, la rose est très très importante pour moi parce que en fait, tu sais, il y a ce poème de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose, que j'étais assez nulle en dessin quand j'étais petite, ça faisait partie de mes tares, et on a travaillé à 4 mains avec ma maman sur l'illustration, et on a fait une rose à partir d'un magazine de jardinage. Et je l'ai encore en tête, je la vois, cette rose, d'autant que je l'avais coloriée, tu sais, avec du papier buvard. Donc, le rendu était juste extraordinaire. Et je pense que c'était une des opportunités de partage avec ma maman, et puis d'un apprentissage de comment, quand tu ne sais pas dessiner, tu peux dessiner en observant, en fait, et en utilisant des mêmes skills, tu vois, que je peux, enfin, des atouts que je peux avoir dans l'observation, pouvaient, si je n'avais pas un talent, me permettre quand même de développer quelque chose. Et de fait, j'ai appris un peu à dessiner comme ça. Et donc, cette rose, elle est marquée dans ma mémoire. Et à chaque fois que je vois une rose, je pense que j'ai cette image-là qui est assez forte pour moi. Voilà. C'est très fort. De fleurs.
Eh bien, merci beaucoup, Anne-Fleur. Le podcast touche à sa fin. Donc, on retiendra, si j'ai bien tout noté, hein, donc printemps, on le disait, renouveau, opportunité, innovation. Tu nous le disais, toi, reste à l'écoute de ce qui se passe. Un objectif commun et clair pour rassembler les équipes. C'est le signe d'un bon nouveau départ en général. L'oxygénation, tu en parlais, hein, voilà, bien s'oxygéner le cerveau, de faire cette veille-là indispensable. De l'audace, le même pas peur, hyper important. Et surtout, ne pas s'auto-juger. On y revient à chaque fois, mais ça, Toujours. c'est… Voilà, bien ranger sa chambre, n'est-ce pas? En tirer en tous les cas peut-être quelques satisfactions, tu le disais. Et je terminerai peut-être aussi par le sujet dont nous avons parlé, de mieux valoriser le ne rien faire. Voilà, il faut, en fonction des besoins de tout ça, de mieux voilà, de donner sa juste valeur au ne rien faire. Mieux faire. apprécier, ouais, c'est vraiment ça. De mieux apprécier. Et puis, as-tu un dernier message avant de nous quitter? Tu nous as dit beaucoup de choses, mais est-ce que tu en as un dernier petit message à adresser à tous nos auditeurs? Je te dis je pourrais de s'imposer de ranger comme s'imposer d'aller au sport et de voir l'effet bénéfique tant du cerveau qui se repose, en tout cas qui travaille autrement, que du résultat après qui fait du bien, je crois, au corps. Voilà. Et profitez bien de ce printemps. Profitez. Et rendez-vous donc le mois prochain, normalement, donc pour nous partager à nouveau tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé passer ce moment avec nous, à commenter si vous souhaitez nous partager vos réflexions et même à vous abonner, soyons fous, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et d'ici là, vous pouvez trouver l'inspiration toujours et les réponses à vos questions dans tous nos articles, podcasts et vidéos. Anne-Fleur, un immense merci. Merci beaucoup à toi, Émilie. C'était un super, super moment. Merci. Moment partagé également avec le plus grand plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.